Parole à Monsieur Travert pour vous répondre. Monsieur Travert. Oui, merci Madame la maire. Bien, monsieur, alors après effectivement nous avoir interpellé à l'occasion de notre dernier conseil municipal il y a un mois, vous renouvelez cette interpellation dans les mêmes termes globalement sur la situation des personnes sans solution d'hébergement dans notre ville. Alors il y aurait beaucoup à dire pour établir certaines vérités. Marc Hervé l'avait fait de manière très claire à mon sens le 16 mai dernier, mais manifestement ça ne vous convient pas, donc je vais quand même redire quelques éléments ici. Comment pouvez-vous prétendre que nous refusons de prendre en compte l'ampleur de ces situations de détresse, alors que notre service de mise à l'abri et les élus, ici présents, tour à tour, sur leur permanence, sommes mobilisés au quotidien pour rechercher des solutions? Et vous le savez pertinemment vous-même, puisque vous êtes dans certains des échanges en question. Comment pouvez-vous aussi affirmer que nous avons abandonné l'application de nos engagements pris effectivement autour des familles avec enfants à la rue et l'aide aux plus précaires, alors que nous hébergeons, vous l'avez dit, chaque soir 950 personnes, y consacrons, si l'on prend en compte l'hébergement, mais aussi toutes les aides directes financières aux personnes exilées, plus de 6 millions d'euros chaque année. Aucune ville ne peut revendiquer une telle action. Alors comprenez quand même mon indignation face à vos propos à notre rencontre, qui transmettent en outre, je l'ai déjà dit auprès de vous d'ailleurs, un signal assez dissuasif aux villes qui ne sont pas encore engagées comme nous et qui souhaiteraient le faire. Comment pouvez-vous aussi sérieusement nous reprocher de mener trop de projets immobiliers et nous dire en même temps qu'il manque cruellement de logements sociaux? Marc Hervé pourrait certainement bien mieux l'expliquer que moi, mais c'est aussi par des projets immobiliers que nous pouvons répondre aux besoins d'hébergement et de logement, offrir aussi des perspectives de parcours résidentiel. Nous le faisons en soutenant les organismes HLM, plus que dans n'importe quel autre territoire, puisque nous subventionnons leurs opérations à l'équilibre et non pas de façon forfaitaire. Et dans cette période de hausse des coûts de production, nous garantissons ainsi que du logement social soit continuellement produit. Et puis nous le faisons aussi d'ailleurs en encadrant les projets privés par des servitudes de mixité et pour que dans toutes les opérations, il y ait du logement social ou très social. Enfin, comment pouvez-vous prétendre que nos projets d'aménagement vont à l'encontre de la lutte contre le désastre écologique alors que nous avons précisément fait le choix, ce qui nous est d'ailleurs régulièrement reproché dans cette enceinte, d'un modèle urbain qui reconstruit la ville sur elle-même pour préserver les terres agricoles et notre ceinture verte? Alors cela étant dit, évidemment, et vous le savez, je vous rejoins, et je vais même renchérir en fait, la situation des personnes à la rue est effectivement dramatique. Un nombre de plus en plus important de familles se retrouvent sans solution d'hébergement dans notre ville, et d'après les dernières informations dont nous disposons, issues celles-ci d'un dialogue constructif avec des associations d'aide aux exilés, nous comptabilisons 78 familles sans solution d'hébergement. 78. Parmi celles-ci, la situation de 32 familles avec au moins un enfant de moins de 1 an, mais aussi 8 femmes enceintes, est complètement inédite et très préoccupante. Alors vous avez cité le cas d'une famille dont vous oubliez d'ailleurs de dire qu'elle est actuellement au sein du 115 et qu'elle va en plus intégrer notre dispositif volontariste en juillet. Moi, de mon côté, je voudrais évoquer la situation d'une femme seule avec ses 5 enfants, dont un nourrisson d'1 mois. Vous la connaissez aussi d'ailleurs. Rappelons sur le fond qu'elle ne peut prétendre à un hébergement au 115 du fait de l'irrégularité de sa situation, critère désormais totalement assumé par l'État comme excluant du droit à l'hébergement d'urgence. Elle a, cela dit, pu être hébergée par le 115 à la naissance du dernier enfant au titre de la vulnérabilité que représente cette naissance. Mais cet hébergement s'est arrêté au 15e jour du nourrisson puisque est retenue et tout autant assumée par l'État cette limite de 15 jours à la vulnérabilité d'un enfant. Et bien sûr, le fait qu'un de ces enfants soit par ailleurs épileptique ne rentre pas dans les critères de vulnérabilité. Je dois manifestement reprendre mes études de médecine, quelque chose a dû m'échapper à un moment. Cette famille, monsieur, elle est hébergée, à défaut de propositions stables, tour à tour, à chacun de nos niveaux, par des propositions solidaires, ainsi que par notre ville, dans des hôtels, avec d'ailleurs la difficulté de trouver un hébergement adapté à cette situation familiale un peu particulière, et je peux en témoigner très personnellement. Au-delà de cette famille, nous recherchons continuellement des solutions pour toutes les autres. D'abord et avant tout, vous l'avez dit, mais on doit absolument continuer à le rappeler, en rappelant constamment à l'État que l'hébergement d'urgence est de sa compétence stricte. Par ailleurs, nous maintenons plus que jamais nos 950 places, dont j'entends qu'elles ne vous paraissent pas suffisantes, mais ce sont 950 places chaque jour.
pour qu'à chaque place libérée, une famille en attente en bénéficie. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 36 familles en attente, soit 83 enfants et 60 adultes. Nous en appelons enfin à la solidarité territoriale par de multiples biais et par exemple en contactant très récemment les communes métropolitaines participant au réseau d'échange sur l'accueil des populations dans les communes. Mais comme vous, nous constatons l'absence de solutions pérennes à proposer et le besoin toujours constant des nouvelles solutions pour de nouvelles familles. Malgré le tragique de la situation et notre difficulté à la résoudre totalement et définitivement, j'ose le dire, nous sommes fiers d'affirmer que nous faisons tout notre possible, et bien plus que d'autres. Et vos reproches répétés qui, à mon sens, se trompent de cible, n'altéreront pas notre action. Alors je veux ici poser une question au sujet de ces familles comme de tant d'autres. Sur quel texte l'État se fonde-t-il pour justifier une fin de prise en charge en raison de la situation administrative des personnes hébergées ? Dans la mesure où le Code de l'action sociale et des familles dispose que, je cite, « toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence », quels critères applique-t-il pour considérer qu'une femme seule, avec 5 enfants dont un bébé de 1 mois, ne relève pas de cette situation de détresse ? Revenons à ces situations de famille dont il nous est fait état par un nombre important de citoyens rennais, d'enseignants, de militants associatifs, familles donc dont la prise en charge par les services de l'État s'est terminée et qui se retrouvent sans solution d'hébergement, familles auxquelles s'ajoutent d'ailleurs aussi les refus de prise en charge de nouvelles familles arrivées sur le territoire. D'après ce même code que j'évoquais précédemment, je recite à nouveau, toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Dans ce cas, à nouveau, qu'est-ce qui justifie ces fins de prise en charge par le 115 ? Alors oui, comme vous, nous interpellons l'État. Madame la maire l'a à nouveau fait par courrier officiel la semaine dernière, mais ce courrier est resté sans réponse. À nos cris d'alerte, l'État nous répond par le silence. Il organise le désordre, persuadé que cela découragera les personnes exilées de tenter l'aventure, entre guillemets. Il précipite des milliers de personnes, je l'ai déjà dit ici, dans les limbes de notre société, condamnées à se maintenir sur le territoire dans des conditions indignes, dans l'espoir réel mais faible de pouvoir refaire une demande de papier au titre de leur présence longue sur le territoire. Il les empêche d'accéder à des emplois, alors même que la santé, la restauration et bien d'autres encore ne demanderaient que de les embaucher, ça a été évoqué précédemment. Il ne fait en réalité, à mon sens, que créer les conditions d'une bombe sociale, en laissant des centaines d'enfants grandir dans la rue, dans des conditions inhumaines dont je vous laisse imaginer les dégâts qu'ils feront en termes de santé physique et psychique, mais aussi de rancœur et de difficulté à voir dans notre fameux liberté, égalité, fraternité une réalité, en tout cas pas une réalité pour eux. Alors monsieur, mes chers collègues, en France, l'hébergement est un droit encadré par la loi et qui repose sur 2 principes, l'inconditionnalité de l'accueil et la continuité de la prise en charge. Le défenseur des droits a rappelé dans une décision du 15 janvier 2020 que le fait qu'un demandeur se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ne peut à lui seul justifier le rejet de sa demande d'hébergement. L'État est hors la loi et puisqu'il ne répond pas à nos interpellations, sans doute faudra-t-il aller sur le terrain juridique pour accompagner les personnes à faire valoir leur droit à l'hébergement. Un droit fondamental, une condition sine qua non pour leur épanouissement et leur intégration. Enfin, rappelons-le encore et encore, la vraie solution n'est pas l'augmentation sans fin de places d'hébergement volontaristes que nous proposons, mais dans la sortie d'une politique migratoire absurde qui maintient des milliers de personnes dans la précarité et la vulnérabilité, à défaut de mise en œuvre des obligations de quitter le territoire ou des régularisations. Des régularisations régulières qui sont, rappelons-le aussi, permises par le droit français et qui, outre nous mettre en accord avec nos valeurs républicaines que j'évoquais précédemment, rendront les dispositifs d'hébergement d'urgence de l'État, comme ceux que nous développons à défaut, à même de répondre à la demande et de se cantonner strictement à l'urgence.